Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tademi Talks. Aujourd'hui, nous sommes à Dubaï. J'ai l'immense honneur d'être accompagné d'une personne que j'affectionne tout particulièrement, qui est à mes côtés dans cette aventure Tademi, Mehdi Djemam. Mehdi, comment ça va ? Hello Sofiane, ça va super. Très content d'être avec toi aujourd'hui, D'autant plus ici à Dubaï, faut pas se mentir. Qui l'eût cru que je serais venu à toi pour qu'on enregistre ce podcast ? Je suis là. Écoute, j'avoue, j'ai été jaloux au début. Pas jaloux, mais je me suis dit, dans ces conditions, quand est-ce que viendra mon tour ? Plutôt que je ne l'espérais. Je suis là, je suis ravi d'être là. Mehdi, tu as 37 ans. Tu es né et tu as vécu à Alger jusqu'à l'âge de 22 ans. Tu es issu d'une formation marketing et tu as continué tes études en France via une école de commerce. Puis, tu décides finalement de te reconvertir dans la tech pour certaines raisons que tu nous expliqueras dans quelques instants. Tu commences par des jobs plutôt de consultant en SS2I, dans la BI, la data, le reporting. Puis, tu gravis les échelons en ESN jusqu'à devenir practice manager. Après 10 ans en France, tu souhaites tenter une autre expérience à l'étranger en famille. Tu t'expatries alors à Dubaï en 2020 et tu es aujourd'hui Solution Engineer chez DataIQ. Tu es également un soutien Tademi de la première heure et un de nos coachs. Mehdi, bienvenue dans Tademi Talks. Merci beaucoup Sofiane, c'est extrêmement bien résumé. J'aurais pas fait mieux. Alors, t'es arrivé en France en 2010 en tant qu'étudiant étranger avec la nationalité algérienne. Et là, t'avais un enjeu principal, c'était de changer de statut. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire dans ce contexte-là et comment tu y es parvenu ? Tout à fait. En fait, en arrivant en France, j'avais un statut étudiant, du moins c'est ce pourquoi j'étais venu initialement, et j'avais pour objectif de m'installer en France et de démarrer une carrière. Il faut savoir qu'il y a certaines conditions, tout le monde ne peut pas le faire, ou du moins, il faut remplir certains critères, décrocher un CDI avec un certain niveau de rémunération et avec un statut cadre idéalement. Et c'est là où, en général, les challenges commencent parce que tu n'as pas forcément orienté tes études initialement et tes stages en fonction de ces critères-là. Donc, à un moment, il faut réajuster ou savoir... prendre de nouveaux faut être réaliste sur le marché, être réaliste et puis aller vers les jobs qui te permettent finalement de faire cette conversion. Ok, donc à ce moment-là, tu te rends compte que c'est un peu bouché côté marketing et tu identifies la tech et certains jobs comme étant une voie possible pour te différencier, te démarquer et atteindre ton objectif de changement de statut. Comment tu t'y es pris ? Comment ça s'est matérialisé ? Exact. Alors, la tech et les ESN en particulier, pour une raison assez simple, c'était à l'époque un marché assez pénurique. Ça l'est toujours, peut-être un petit peu moins, mais pénurique d'un point de vue compétences ou ressources, même si j'aime pas spécialement le terme, mais on parle d'une ressource en ESN. Il n'y a pas de produit. Le produit, c'est le consultant / le développeur. Donc forcément, ça met l'accent un peu plus sur les compétences de la personne et non pas sur un produit qu'on vend, type une voiture, je sais pas, un yaourt, une place dans un avion. Et du coup, tout est basé sur ce que tu pourras délivrer toi en tant qu'individu. C'est pour ça, entre guillemets, qu'on peut se permettre de te rémunérer par rapport en tout cas aux conditions de changement de statut. Donc ça, plus la pénurie, faisait que les ESN, enfin la tech et les ESN en particulier, étaient pour moi la cible idéale pour ce changement de statut. Alors, je ne l'ai pas inventé, c'est assez connu et c'était encore plus connu à mon époque, entre guillemets. Mais ça m'a permis, du coup, via une rapide reconversion, quelques challenges, bien entendu. Je ne suis pas issu d'un parcours tech, mais ça m'a permis, en tout cas, de faire ce changement de statut. Ok. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. On sait qu'il y a certaines entreprises qu'il vaut mieux cibler si on est dans une situation comme la tienne à l'époque, quand on est un étudiant qui vient de l'étranger, qui n'a pas forcément une nationalité européenne. On sait que ça peut être compliqué pour des questions de visa, d'aller travailler ailleurs en Europe. Nous, on a des personnes avec Tademi qui nous contactent, des étudiants du Cameroun, du Maroc, de Côte d'Ivoire, d'Algérie, qui viennent étudier en France, qui ont envie de démarrer leur carrière dans la tech. On n'a pas forcément la possibilité de les accompagner sur des jobs en Irlande ou aux Pays-Bas ou en Espagne pour des questions de visa. Donc, il y a ce besoin de se concentrer sur la France et plus précisément sur certains types d'entreprises, certains types de jobs. Donc, toi, le conseil que tu pourrais donner, enfin, ce qu'on retient aussi de ton expérience, c'est trouver un milieu où y a de la forte demande, c'est assez pénurique en termes de talent, où il y a une expertise assez forte qui est recherchée,
développez cette expertise-là, différenciez-vous pour obtenir ce changement de statut et ensuite commencer votre carrière et évoluer vers d'autres choses. C'est un peu ça. Tout à fait. J'ajouterais simplement qu'il faut aussi cibler les sociétés dans le sens où certaines, il n'y a pas de catalogue de sociétés qui font ou ne font pas de changement de statut, mais pour autant, c'est assez facile d'explorer LinkedIn, de voir les profils, les personnes qui ont rejoint. Est-ce que certains grands groupes, par exemple, du CAC 40 ne font pas de changement de statut? C'est assez connu. Les startups ne le feront pas forcément parce qu'elles n'ont pas cette maturité d'un point de vue administratif, tout simplement. Donc voilà, il faut un petit peu se renseigner, soit via son réseau, soit demander des conseils, ne pas hésiter à demander des conseils, ou simplement explorer LinkedIn et voir un peu le parcours des personnes. Ouais, s'appuyer sur l'expérience de personnes qui ont un profil similaire, qui sont passées par là avant, par exemple. Et oui, du coup, quand tu parles de changement de statut, c'est vraiment un process administratif. C'est pas juste changer de statut. Je suis passé de étudiant à employé, salarié en France. C'est tout un process qui demande du coup une certaine, certaines étapes. Et donc il y a des entreprises qui vont être matures pour le faire et d'autres pas. En gros, c'est ça. Tout à fait. C'est un process initié par ton futur employeur, ton potentiel employeur, qui doit justifier de ton recrutement, qui doit soumettre certains documents à une direction de l'impôt, la directe, je crois. En tout cas, à l'époque, ça s'appelait la directe. Okay. Il faut justifier pourquoi toi et pas une autre personne sur le marché. Donc, c'est assez normé, ça a des règles. Et justement, il faut réussir à s'insérer dans le use case, en fait. Après, c'est un peu pourquoi toi et pas une autre personne. Après, c'est un peu comme tout. Il faut connaître les règles, connaître les codes, se préparer, savoir comment, du coup, se démarquer. Un peu comme quand on cherche un job dans la tech, même quand on n'est pas un étudiant étranger. Il y a tout un process qu'il faut suivre, auquel il faut se conformer si on a envie d'atteindre son objectif. C'est exactement ça. Donc, on peut pas y aller en freestyle en se disant, bon, allez, je vais voir. Parce que là, les chances de succès sont quand même un peu plus moindres. Tout à fait. Donc, toi, là, tu as réussi à faire ce changement de statut. Tu es resté, je le disais en intro, 10 ans en France. Tu es passé, après quelques expériences, par une ESN. Et pour toi, ça a été un tremplin. Est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque tu as réussi à rejoindre par la suite un éditeur? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? Pourquoi ça a été un tremplin pour toi? Et quelle différence tu as pu constater entre ESN et éditeur de logiciels? Tout à fait. Alors, j'ai fait 2 ESN en réalité. Bonne partie en tout cas du début de ma carrière au sein de la première. Le premier facteur, et en quoi ça a été finalement une opportunité, c'était déjà l'opportunité d'être embauché même si je n'avais pas le background. Je venais pas d'une école d'ingé ou école informatique. J'avais potentiellement certains soft skills de consultant et qui ont fait qu'on m'ait donné ma chance. Mais dans l'absolu, je pense qu'une ESN va être moins regardante qu'un éditeur de logiciel, dans le sens où une ESN, finalement, le seul moyen de grossir, c'est de recruter des consultants et de les placer sur des missions / des projets. Et comme il n'y a pas assez de consultants sur le marché, forcément, tu vas prendre des risques en tant qu'employeur. Ouais. Et là où tu vas détecter du potentiel chez un individu, tu vas te permettre plus ou moins de miser. Ouais. Donc, une des premières raisons pour lesquelles je conseille le passage en ESN, c'est ça. C'est qu'une ESN en critères, on va dire, de recrutement sera plus créative ou aura plus de flexibilité comparé à un éditeur qui va avoir besoin de personnes peut-être qui délivrent plus rapidement. Ok, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est une ESN et ce que c'est un éditeur pour qu'on ait bien en tête vraiment cette nuance-là. Alors, ESN, à mon époque, ça s'appelait SS2I même. C'est des sociétés du service numérique. C'est finalement des partenaires intégrateurs ou des partenaires de services qui travaillent en collaboration avec les éditeurs. Donc, l'éditeur fournit la solution, le logiciel, et l'ESN, avec des consultants / développeurs / architectes, est en charge de déployer et mettre en place et maintenir ces solutions. Ouais, ok. Et donc, tu dis qu'une ESN va être plus encline à prendre des risques par justement cet enjeu de recrutement, de ressources humaines, de turnover, parfois qui peut être aussi assez fort. Ouais. Quel type de potentiel va être recherché justement chez les candidats dans cette prise de risque? Tout dépend bien sûr de la typologie de la société. Tu vas avoir de grosses ESN qui vont avoir différentes BU, etc., et qui sont plus en mode... c'est des mastodontes. Donc, pareil, forcément, il y aura moins de créativité ou de flexibilité à l'entrée. Sur des ESN plus à taille humaine, parce que j'ai eu la chance, moi, de rejoindre au début de ma carrière,
On va chercher des têtes bien faites, c'est certain. Alors, avec idéalement une appétence technologique, c'est sûr. Mais bon, il y a d'autres postes. Il y a des postes plus fonctionnels, on va dire, au sein des ESN. Mais dans l'absolu, il ne faut pas être hermétique à la technologie. Il ne faut pas avoir peur, tout simplement, du monde de la tech. Et aimer aussi apprendre. La curiosité, c'est souvent quelque chose qui revient dans ce milieu de la tech. En fait, souvent, nous, ce qu'on dit à beaucoup de personnes qu'on accompagne aussi, c'est... vous n'avez pas besoin de tout savoir quand vous souhaitez démarrer une carrière dans la tech ou même évoluer. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir cette soif d'apprendre, d'être curieux, de comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est intéressant parce que toi comme moi, on n'a pas un background technique. J'ai aussi fait une école de commerce. La plupart des personnes qu'on accompagne avec Tademy sont issues de formations plutôt business. Et on accompagne surtout sur des jobs business. Mais... on est tous les deux sur des fonctions, on appelle ça le solution engineer, ingénieur avant-vente, où il y a une dimension technique qui est assez importante. Et on a pu faire ces métiers principalement parce que je pense qu'on a eu ce goût pour l'apprentissage, pour la découverte, pour vulgariser aussi certaines choses un peu complexes parfois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Et je dirais même que l'avantage d'un profil fonctionnel, quand il arrive à monter dans le train technique, il aura des compétences que initialement un profil plus technique n'a pas. L'exposition au business, des compétences fonctionnelles, potentiellement certaines soft skills, sans vouloir stigmatiser, mais que tu n'auras pas si tu es plutôt issu d'un parcours ingé. Oui. Et finalement, c'est assez recherché comme profil, ce profil avec cette double compétence technique et fonctionnelle, puisqu'il va pouvoir avoir un scope plus important, puisque finalement, à un moment, pour se différencier, on parle d'évolution de carrière, bien entendu, mais si tu ne veux pas rester consultant toute ta vie, il va falloir que tu montres d'autres choses. Des capacités à gérer des équipes, des capacités à gérer des projets, même dans l'ordre des projets, puis des équipes, au sens management, des capacités à gérer ou générer du business. Et ça, si tu restes avec un prisme purement technique, forcément, tu n'auras pas la capacité à évoluer au sein de la société, on ne te donnera pas ces opportunités. C'est clair. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai commencé ma carrière au sein d'un grand éditeur de logiciels et sur un graduate programme où c'était un programme qui visait à former des jeunes diplômés sur certains métiers. Et moi, j'ai rejoint précisément le programme qui formait au métier de solution engineer. Et j'avais remarqué que 80% de la promo dans laquelle j'étais, on était issus de formations plutôt business, plutôt commerciales. J'avais posé la question aux équipes dirigeantes de ce programme-là, de pourquoi avoir choisi plutôt des profils business, et ils m'avaient répondu exactement ce que tu viens de dire, en nous disant, en fait, nous, on recherche surtout des soft skills de personnes qui vont être des bons communicants, qui vont être à l'aise dans le côté relationnel, le côté humain, parce que c'est une dimension hyper importante du job, et c'est des choses qui sont difficiles à acquérir et à apprendre à d'autres. Alors que sur la partie technique, nous, on est hyper confiants quant au fait qu'on va réussir à vous former, surtout si on a identifié le fait que vous appreniez vite, que vous étiez sérieux, curieux, etc. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc toi, là, tu évolues donc, dans cette ESN, tu as gravi plusieurs échelons, tu as un poste important, et là, tu décides de passer côté éditeur. Du moins, tu as une opportunité pour passer côté éditeur. Qu'est-ce qui se passe? Alors... il n'y a pas de mystère, certes, éditeurs et ESN sont partenaires, mais il arrive fréquemment que les éditeurs viennent faire leur petit marché au sein de l'écosystème. Et en gros, à l'époque, pour moi, ça ressemblait à, tu fais partie des experts France, en tout cas, j'avais entre guillemets un rôle ou un statut d'architecte solution. Et on m'a dit clairement, on préfère t'avoir avec nous au sein de la société, donc chez l'éditeur, plutôt que dans l'écosystème. Ouais. Ça coïncidait à l'époque avec un moment de notre vie familiale où on voulait voir autre chose, on voulait peut-être changer d'horizon tout simplement. Et du coup, on a commencé à discuter avec cet éditeur que je connaissais bien puisque j'étais partenaire depuis 8 ans. Donc je connaissais un petit peu la maison. Donc il ne s'agissait pas de est-ce qu'il va nous rejoindre ou est-ce que tu veux nous rejoindre, mais plutôt où. Ouais. Et dans le où, à un moment, on a mis le doigt sur un point de la carte qui était Dubaï. Il y avait plusieurs options de destination. Toi, tu as choisi Dubaï. Tu vas nous en parler. Tu es à Dubaï depuis 2020. Exact. C'est une ville qui peut être critiquée, parfois légitimement sur certains sujets. On ne va pas revenir en détail là-dessus. Il y a énormément de contenu à ce sujet sur Internet, sur différents formats. Mais la plupart des personnes quand même avec qui j'ai l'occasion d'échanger,
qui y vivent ou qui y ont vécu pendant un certain temps sont plutôt élogieuses sur leur vie ici, sur la qualité qu'ils y ont trouvé et le cadre dans lequel ils évoluent. De ton côté, pourquoi tu as mis le doigt justement sur Dubaï? Pourquoi tu as choisi cette destination? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, bon, effectivement, tout n'est pas rose à Dubaï. Hein. Il y a beaucoup de choses à redire. Finalement, nous, ce qu'on recherchait à l'époque en critères, et ce qu'on trouve toujours à ce jour, hein, ce qui est plutôt positif, on recherchait un certain équilibre entre vie perso et vie pro, qu'on avait clairement du mal à réaliser en région parisienne. Paris n'est pas la seule. Hein. Je discute avec des amis qui viennent de Londres ou de New York, etc., qui sont aujourd'hui à Dubaï. Et on se plaint plus ou moins tous des mêmes choses. Comme quoi, par exemple? Des raisons, ce déséquilibre, le fait de travailler énormément, avoir des temps de trajet à rallonge. Ouais, surtout le transport, quoi. Rentrer tard chez soi, ne pas voir suffisamment sa famille. Le fait de travailler beaucoup pour des packages et des rémunérations qui ne sont pas forcément à la hauteur. Et en fait, dans l'équation Dubaï, ou du moins à l'époque, ce qui nous a fait venir ici, c'était avoir plus de temps, donc une meilleure qualité de vie, et, il ne faut pas se mentir, aussi une capacité financière ou des packages plus intéressants que ce qu'on peut offrir à Paris ou à Londres. Ouais, parce qu'il y a des packages qui sont effectivement plus intéressants. Le coût de la vie l'est aussi, donc c'est quand même à mettre en corrélation. On va en parler tout à l'heure, on va revenir sur cette notion de coût de la vie, de choses à avoir à l'esprit quand on envisage une expatriation à Dubaï. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous retracer l'évolution de ta carrière depuis que tu es à Dubaï? On l'a dit, c'est depuis 2020, au moment où on tourne cet épisode, ça fait 5 ans. Comment ça s'est passé? Alors plus précisément depuis août 2019, j'arrive donc à Dubaï sur un poste d'architecte solution chez un éditeur que je connaissais plutôt bien. Hein. J'étais intégrateur quasi privilégié en France. Donc j'ai pas spécialement à apprendre une nouvelle technologie. Je découvre le marché Moyen-Orient, je découvre forcément mes collègues de la région, du bureau Dubaï Hôte, mais je connais dans l'absolu beaucoup de personnes dans la boîte. Au bout de quelques mois, société américaine, non cotée en bourse, restructuration, mon poste est supprimé. J'étais en période d'essai. Donc on m'offre bien entendu l'opportunité de rentrer en France, ce qui n'était pas forcément d'actualité pour nous, parce que clairement, on n'était pas venu aux Émirats pour repartir 6 mois plus tard. Tu avais déjà emménagé avec tout à fait. On est venu, ta famille on est venu pour la petite histoire avec mon épouse qui était enceinte à l'époque. D'accord. Donc on va dire qu'en janvier, la petite est née. En février, je perds mon job. Et mars, Covid. Ouais, donc pour tout le monde, là, entendu, mais... période de chamboulement dans la vie de Mehdi, où Clairement. tu te dis le ciel me tombe sur la tête, quoi. Clairement. Qu'est-ce qui se passe? Clairement. Pourtant, c'est à partir de là que s'entame une sorte de je vais pas dire de renaissance, mais des opportunités qui s'ouvrent à toi. Tout à fait. Alors c'est bon. De toute façon, j'étais dos au mur. On était tous dos au mur, plus ou moins, avec le Covid. Hein. Je suis loin d'être un cas isolé. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris le dicton qui dit « Only dead fish goes with the flow ». Donc j'ai pris un statut freelance, qui était aussi une aventure. J'ai commencé à poser des questions à droite à gauche à Dubaï en disant où est-ce que je peux prendre un statut freelance, un petit peu équivalent à un statut d'auto-entrepreneur, et est-ce que je peux facturer à l'étranger, vu que le gros de mon réseau à l'époque était en France et en Europe. Et si je le fais, quelles sont les taxes dont je dois m'acquitter? Oui, non, etc. Donc, pareil, c'était un long process pour comprendre. À l'époque, le statut freelance n'était pas du tout démocratisé aux Émirats. Et j'ai fait 18 mois de freelancing alors pour les Émirats, mais aussi beaucoup pour l'Europe. Ok. Et là, tu n'avais vraiment pas le choix. Comme tu as dit, tu étais dos au mur. Donc, c'était un enjeu de survie et une façon aussi... que ton projet à Dubaï puisse perdurer pour toi et ta famille. On entend souvent dire que le freelancing, ça peut être une bonne façon de venir à Dubaï. Toi, est-ce que tu le recommandes encore aujourd'hui pour des personnes qui veulent venir à Dubaï, qui n'arrivent pas forcément à tout de suite trouver un job? On va en parler après de comment on fait pour trouver un job à Dubaï, et plus particulièrement dans la tech. Mais est-ce que le freelancing, ça te semble être une option intéressante? Tout à fait. Je mettrai quelques conditions à ce projet. Premièrement, il faut déjà avoir son client ou ses missions. Ça, c'est certain. Idéalement, en avoir plusieurs pour réduire la dépendance et donc le risque. Je choisirais personnellement d'avoir uniquement des clients, ou en tout cas le gros de ma clientèle en Europe ou aux US si on veut, hein, mais sur des marchés plutôt matures vis-à-vis du freelancing. Ouais. Des freelances en mission aux Émirats, ça reste assez rare.
pour des raisons dont on discutera tout à l'heure, les taux journaliers sont tirés vers le bas et les délais de paiement sont assez importants. Donc, mis à part si on me dit, je suis prêt à vendre pas cher et j'ai beaucoup de trésor et je veux à tout prix avoir tel client aux Émirats, ce qui est probablement pas le cas. Mais sinon, je dirais, venez avec votre ou vos missions en remote pour l'Europe. Mettez-vous d'accord en amont avec vos clients que vous allez les facturer depuis une entité émirati, etc. Et il faut garder en tête la dernière condition, mais ça rejoindra le point sur le coût de la vie, etc. Aux Émirats, on doit tout payer. Ouais, et ça, on va y venir. Pour toi, le freelancing, donc ces 18 mois-là, ça a été hyper formateur, t'as appris plein de choses, très enrichissant. D'un point de vue financier aussi, ça t'a permis de bien gagner ta vie et de pouvoir justement très convenablement subvenir à tes besoins, rester à Dubaï et continuer vers ce projet. Mais le revers de la médaille, quelque part, c'est que t'as énormément travaillé et c'était pas forcément ce que t'étais venu rechercher à Dubaï, n'est-ce pas? Exactement. Donc, pour rappel, j'avais quitté la France pour le déséquilibre vie pro, vie perso. J'exagère, mais je me plaignais peut-être de 60 heures par semaine de travail. Et en passant freelance à Dubaï, en mode survie, bien entendu, je suis peut-être monté à 90 heures par semaine. Ouais, donc c'est de la folie. Tout à fait. Et c'est ce qui n'allait pas, même si ça cochait toutes les cases d'un point de vue rester ici, d'un point de vue administratif, renouveler les visas pour tout le monde, avoir de quoi payer les factures et peut-être même plus, bien entendu. Mais d'un point de vue équilibre, c'était pas viable. Parce qu'en ayant facturé quand même autant d'heures ou autant de temps en tant que freelance, l'avantage, c'est qu'à Dubaï, tu as une imposition qui est très avantageuse. Je crois que tu n'en as même pas. Ou alors, zéro à l'échelle en tant qu'individu. Donc ça, c'était très bien. Mais tu l'as dit, il y a énormément de frais à côté. On va les détailler tout à l'heure. Mais donc, à ce moment-là, tu sens qu'il y a quand même quelque chose à faire où il faut changer. Et tu retournes du côté du salariat chez un éditeur. Comment ça s'est fait? Alors, j'étais au point de bascule où je me disais, soit il faut que je me structure en tant que société, que j'embauche, etc. Mais là, c'est encore une autre histoire. En plus d'être responsable de soi-même et de sa famille, on devient responsable d'autres salariés. Et c'était pas forcément ce que je voulais à cet instant-là, en tout cas. Ou bien, il fallait que je retrouve un job. Je n'étais pas forcément en recherche active. Mais un jour, on parle de DataIQ, donc mon employeur actuel, qui cherche un solution engineer / pre-sales. On passe mon CV, mais vraiment sans grande conviction initialement, notamment parce que c'est une société qui fait de l'IA. Et si vous vous rappelez le début, je suis absolument pas issu d'un parcours technique, un G / informaticien. Bon, j'ai réussi à apprendre certaines choses sur des domaines type reporting, BI, EPM. Et donc pour moi, repasser encore sur l'IA, qui était le 3e niveau de la fusée, on en était loin. Ouais, mais ça me fait sourire parce que bon, je me suis fait démarcher par OpenAI. Il y a quelques mois, ils recrutaient un solution engineer à Paris. Ils ont démarché pas mal de mes collègues aussi, voilà. Et je m'étais dit, je me sens pas légitime, quoi. Je me sens pas assez expert ou sachant sur le domaine de l'IA. Ça m'avait fait un petit peu cet effet-là. Bon, toi, tu t'es dit, allez, let's go, je tente. Et ça s'est fait. Tout à fait. Alors, je me suis dit, je l'ai fait une fois pour un autre domaine, donc pourquoi pas le refaire une seconde fois. J'en ai discuté avec les recruteurs de DataIQ en expliquant que si c'est de l'expertise IA qui cherche, IA / data science, à l'époque on parlait plutôt de data science. Le ChatGPT n'y était pas encore, donc la bulle, entre guillemets, ou le buzz IA, pardon, n'était pas encore installé. Et on m'avait clairement expliqué que non, on ne cherche pas un spécialiste data science, on en a suffisamment dans la boîte. Par contre, on cherche un profil qui a d'autres compétences. On reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, soft skills, etc. Et si c'est pour te former, on te formera. Et puis, de toute façon, on sait ce que c'est que de faire monter en compétence des gens sur notre technologie et sur ces métiers-là. Ok. Eh bien, on va pas en revenir en détail sur ce que c'est que le job de solution engineer ou de pre-sales. Pour ceux que ça intéresse, on a évoqué ça avec François Familiari dans un des épisodes de Tademi Talks, qui est manager solution engineer chez Zoom. Donc, je vous invite à écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur ce métier. Mais est-ce que tu peux quand même nous expliquer en quelques mots ce que fait DataIQ pour qu'on comprenne bien? Tout à fait. Alors, DataIQ est un éditeur d'origine française qui a été créé il y a 13 ans, qui a ensuite déplacé son headquarter aux États-Unis.
pour lever certains fonds, avoir le statut de licorne à un moment, puis dépasser ce statut-là. Donc DataIQ, c'est un pure player dans le monde de l'intelligence artificielle, Enterprise AI, donc on vise les sociétés d'une certaine taille. Et il y a finalement 2 valeurs ajoutées à DataIQ. La première, c'est permettre aux personnes qui n'ont pas de compétences initialement techniques, donc qui ne sont pas des codeurs, on va dire, de travailler sur des use cases prédictifs, donc de délivrer des use cases liés à la data science ou à l'IA. Et pour les profils qui sont data scientists, qui sont codeurs, ça permet un gain de productivité. Donc c'est un outil no code, low code, full code qui adresse à la fois des utilisateurs techniques et non techniques. Ok, donc là, toi, tu es salarié chez DataIQ donc depuis quelques années maintenant, toujours à Dubaï, et tu as aussi rejoint Tademy début 2023, comme quoi finalement, c'est pas forcément du freelancing comme on peut l'entendre, mais tu as continué aussi à avoir quelques missions annexes, et tu en as avec Tademy, tu as eu l'occasion de faire plusieurs coachings. Qu'est-ce qui te motive dans ce projet ? Initialement, en ayant la tête dans le guidon en tant que freelance et en bossant 90 heures, je sentais que, mis à part le côté crash test et faut remplir le carnet de commandes, il n'y avait pas tellement de sens à ce que je faisais. Ouais. Mais pour autant, quand des proches, ou des personnes du réseau, plus ou moins proches, me sollicitaient avec des questions par rapport soit au marché émirati, soit au marché français, je n'hésitais pas à répondre. Je m'interrogeais sur la meilleure façon de structurer ça, simplement histoire de rendre service initialement. Et c'est là où je tombe sur un post LinkedIn. Alors, je me souviens plus si c'était Tademy ou toi, personnellement, Sofiane. Mais je me dis, mais en fait, c'est exactement ça. C'est la démarche structurée que je recherche pour faire bénéficier d'autres personnes du peu de connaissances et du peu d'expertise que je peux apporter. Ouais, c'est vrai que tu m'as contacté ensuite et ça a matché très rapidement entre nous, et moi je suis hyper reconnaissant que tu sois à nos côtés dans cette aventure, et on a encore plein de belles choses à écrire, plein de belles histoires à écrire ensemble, j'en suis certain. Mais du coup justement, moi j'en ai des questions pour toi sur le marché émirati ou sur comment ça se passe. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite trouver un job dans la tech à Dubaï ? Alors, déjà, un cadre ou un contexte à connaître qui peut être assez différent des marchés dont on vient initialement. Je vais prendre le marché français, mais c'est celui que je connais bien entendu le mieux après l'Émirati, ou peut-être même mieux que l'Émirati. Premièrement, l'offre et la demande en matière d'emploi est complètement inversée. Ce que vivent les candidats aujourd'hui en France, ou en tout cas à mon époque, le fait de recevoir, quand tu travailles dans la tech, le fait de recevoir 2 messages par semaine dans ton inbox, LinkedIn, des recruteurs qui te chassent, etc., c'est pas vraiment le cas ici. Ouais. Y a plus de demandes que d'offres. La deuxième chose, cette demande, elle est internationale. Dubaï, c'est 200 nationalités sur terrain, et c'est 200 nationalités, plus ou moins, qui continuent à essayer de venir. Troisièmement, vu qu'on parle de 200 nationalités, ça va être des typologies de profils et donc des jobs ciblés assez différents. On va être sur un marché d'expertise. Donc on recrute des experts, des architectes, des senior managers, des VP, etc. Et on va aussi recruter, encore une fois, j'utilise ce terme pour la deuxième fois aujourd'hui, même si je ne l'aime pas, des ressources low cost, qui principalement viennent d'Asie. En plus, c'est juste à côté. Ouais. Donc, ce que je conseillerais, premièrement, c'est de bien comprendre sur quoi se positionner. On ne veut certainement pas se positionner sur des postes low cost, qui seront sur des packages inférieurs, qui seront forcément sur des tâches plus dev, donc pas forcément des tâches à haute valeur ajoutée en tout cas. Et en se positionnant sur en tout cas des postes d'expertise, ça se prépare, notamment pour venir sur ce que je disais par rapport au fait que l'offre et la demande étaient inversées. Donc, il faut bien se préparer, il faut bien se documenter, il faut bien se renseigner, il ne faut pas hésiter à demander conseil, potentiellement se faire accompagner. Ouais. Et il faut garder en tête que la recherche ici prend énormément de temps. Par rapport à des facteurs compétitifs, par rapport à des facteurs culturels, locaux. Donc, il faut être prêt à passer un certain moment dans les process de recherche. Il faut surtout préparer cette recherche. C'est pas juste je prends le CV qui est sur mon drive et qui date d'il y a 1 an et je change juste la date de fin et je l'envoie. Bien sûr. Mais ce que je dis en fait finalement,
ça devrait être le cas partout. Ça devrait être le cas partout. C'est le cas pour tous les candidats qu'on accompagne avec Tademy et les conseils qu'on leur donne pour d'autres marchés qui sont pas forcément le marché émirati. En moyenne, nous, quand on accompagne nos talents, on est sur des coachings qui peuvent durer 3 à 5 mois. Là, sur ce marché-là, à Dubaï, il faut potentiellement se préparer à ce que ça soit plus long que ça, c'est ça? Tout à fait. Ok. Mais il y a aussi une dimension assez importante en termes de réseau. C'est aussi un conseil qu'on donne qui est valable sur tous les marchés. C'est encore plus vrai quand on cherche un job à Dubaï. Tout à fait. L'idée, c'est que tu as énormément de CV. Aujourd'hui, quand on poste une annonce, je prends DataQ comme exemple, on poste une annonce pour un poste de Sales Engineer ou d'Account Executive, on a 600 candidatures après 24 heures. Ouais. Sur les 600, bon, il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de profils qui matchent exactement avec le job. Donc, peu importe à quel point on est bon, à quel point on est expert, la seule façon aujourd'hui de se différencier au milieu de ces centaines de candidatures, c'est d'y être en amont, de networker. Si vous visez un poste de Sales Engineer, il faut être connecté à tous les VP ou les Head of Sales Engineering chez les éditeurs de CRM présents aux Émirats. Donc, soit il faut être connecté avec eux, aller les chercher, ce qui n'est pas toujours facile, soit il faut appeler Tademy et Mehdi Djemam. Soit trouver quelqu'un qui est connecté à ces personnes-là ou qui va vous permettre de trouver la bonne démarche pour se connecter à ces personnes. Ça va être effectivement indispensable. On a souvent des profils assez juniors qui sortent d'études, nous qui nous contactent avec Tademy, qui nous disent « Moi, j'ai envie d'aller à Dubaï, aux Émirats ou même au Moyen-Orient ». Je leur dis souvent que c'est pas possible, en tout cas en début de carrière, où c'est très difficile. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil un peu plus sur le moyen terme pour ceux qui ont cet objectif-là? Je suis d'accord, c'est difficile. Ça peut exister, ça peut se faire, mais en règle générale, Dubaï, c'est Moyen-Orient, c'est ou un marché d'experts, encore une fois, ou un marché low cost. On veut certainement pas se positionner sur la deuxième partie. Donc, marché d'experts, j'ai rarement vu des juniors experts, sauf si on est vraiment sur un domaine hyper précis, machin, je sais pas, on a un parcours recherche, on a inventé un algorithme, bon là peut-être, mais en règle générale, c'est pas un marché pour les juniors. Alors, juste, excuse-moi de t'interrompre, on parle bien de job dans la tech. Hein, job dans la tech, complètement bien de ça. Job dans la tech. Il peut y avoir un chemin VIE, potentiellement. J'ai des amis qui sont arrivés en VIE et qui ont réussi à rester ici, mais en règle générale, envoyer une candidature en tant que junior aux Émirats, ça va pas faire atterrir sur le job. Ça a des taux de conversion assez faibles. Et donc, pour revenir sur ta question, mon conseil, c'est d'abord, faut venir, idéalement, pas le faire en mode touriste, essayer de parler à des gens qui sont ici, valider son envie de travailler ici et de vivre ici, puisque finalement, on parle des deux. Et si c'est le cas, à ce moment-là, c'est se mettre en ordre de bataille pour arriver ici. Alors, pour y arriver, il y a des process assez simples. Premièrement, il faut faire des choix de carrière qui rejoignent le Moyen-Orient, que ce soit d'un point de vue technologique. On ne va pas aller sur une techno qui n'existe pas ici ou qui est morte ici. C'est aller vers des sociétés qui, idéalement, ont une présence ici ou qui ont des concurrents ici. Donc, même si on ne fait pas de mobilité, on pourra aller chez le concurrent. C'est potentiellement aller sur des postes en Europe ou des régions en Europe qui ont une connexion directe avec le Moyen-Orient. Je pense notamment, alors le Moyen-Orient aujourd'hui est géré soit via l'UK, soit via l'Irlande. Tu as pas mal d'équipes à Dublin qui font de la prospe ou même de la gestion commerciale pour les marchés aux Émirats, là où l'éditeur lui-même n'est pas encore présent. Potentiellement, c'est le siège le plus proche des Émirats, mis à part être aux Émirats en soi. C'est hyper pertinent ce que tu dis parce que moi, en tout début de carrière, je me souviens que j'avais en tête c'est un peu cet objectif d'aller à Dubaï, mais je connaissais pas, j'y étais jamais allé. Finalement, en y allant plus tard, je me suis dit que ça correspondait peut-être pas à ce que je recherchais, donc tu as hyper raison quand tu dis allez-y d'abord pour être sûr que c'est ce que vous avez envie de faire. Mais j'étais allé à Dublin et justement, j'avais demandé à être sur le marché du Moyen-Orient. Marché, on appelle ça emerging parfois, où il y a le Moyen-Orient, il y a aussi l'Afrique, parfois des pays de l'Est en Europe, etc.
pour justement me rapprocher de ça et de cet objectif-là. Donc, c'est complètement possible. Il faut avoir une stratégie. Nous, c'est justement ce qu'on aide aussi nos candidats Tademy à faire, définir cette stratégie, définir cette vision et quelles vont être les différentes étapes requises pour atteindre leur objectif moyen terme. Exact. Est-ce que, très rapidement, tu peux nous en dire plus sur les particularités du secteur de la tech à Dubaï, au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui diffère un peu d'autres marchés, en quelques mots? Alors, premièrement, c'est un secteur en croissance, voire en hyper-croissance. Pas tous les segments de la tech, bien entendu, mais si je prends ce qui est entre guillemets à la mode aujourd'hui, l'IA, le marché Moyen-Orient est un des plus gros marchés, à la fois en tant que consommateur, donc des clients, mais aussi à la fois en tant qu'investisseur. Tu as beaucoup de fonds d'investissement qui investissent dans des technologies, des startups, etc. IA. Deuxièmement, c'est un marché assez vaste. On parle des Émirats, à l'Arabie Saoudite. Une partie des éditeurs gère l'Afrique depuis les Émirats. On a tout le reste du Moyen-Orient. Donc, Moyen-Orient, entre guillemets, ça veut tout dire et rien dire. C'est assez varié. Et du coup, il faut se préparer soit à se spécialiser sur un segment, soit être à l'aise avec le fait de bouger d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Ou du moins, d'un point de vue couverture commerciale ou couverture fonctionnelle, on va dire. Troisièmement, c'est un marché où les deals sont en général plus gros parce que c'est un marché jeune, donc qui s'équipe et en général, ils ne font pas les choses à moitié ici quand ils s'équipent. Ils ont une vision et les moyens pour réaliser cette vision. Donc, ils vont partir tout de suite sur la Rolls. Qui dit gros deal, dit des deals qui mettent du temps à closer, à se concrétiser. Mais derrière, c'est rewarding. Ça, le jeu en vaut la chandelle. Et forcément, vu que c'est des deals qui prennent du temps, si on est sur un job, par exemple, commercial, il faut accepter, il y a probablement un certain niveau de frustration à se dire, je vais arriver aux Émirats, je vais peut-être passer X mois, peut-être un an ou plus, avant d'avoir mon premier client, etc. Donc tout ça, c'est des critères à mettre un petit peu en perspective dans sa recherche et dans sa réflexion. Ok, ça c'est intéressant et on pense aussi souvent qu'il faut parler arabe pour venir travailler dans cette région-là. Alors, on en a discuté ensemble, ce que tu me disais, c'est que c'est vrai que ça aide forcément pour s'intégrer au quotidien, dans la vie de tous les jours, ou même pour nouer des relations business, culturellement, forcément, ça aide. C'est pas un impératif. Il y a quand même pas mal de personnes qui viennent sans parler arabe. On le voit, hein, certains VP, Sales, Solution Engineer qui viennent de pays d'Europe comme le UK, l'Irlande. Bon, par contre, il faut avoir un bon anglais quand même. Donc, tout à fait. Voilà, ça c'est la particularité. On a évoqué le coût de la vie à Dubaï et c'est vrai qu'il est assez élevé. Comment ça se passe niveau salaire dans la tech à Dubaï et qu'est-ce qu'il faut considérer à tout prix comme paramètre avant d'envisager de s'installer ici? Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est un package à Dubaï. Un package est fait, on va dire, de 4 éléments. On parle en mensuel aux Émirats. On ne parle pas en général en annuel. En annuel, en annuel brut pour faire un matching rapide. On parle en mensuel brut mais qui est du net. C'est ça, tout à fait. On parle en mensuel plus avantage en fait. Alors, la décomposition est la suivante. Tu as un fixe mensuel. Tu as un faux fixe qui va être les allowances. Alors, les allowances, ça peut être une car allowance, ça peut être housing allowance, par exemple. Ok, donc pour la voiture, pour le logement. Tout à fait. Une prime, mais en règle générale, ça va être du cash, entre guillemets, qui est versé mensuellement. Peu importe si tu l'utilises pour la maison ou pas, pour la voiture ou pas. Je ne parle pas du statut d'expat, qui est encore autre chose, où on paye directement tes dépenses. Là, je parle vraiment, c'est un contrat local, hein, tu es employé par une société ici, par un DataIQ par exemple ici. Le troisième élément du package, ça va être les allowances qui sont soumises à facture. Par exemple, schooling allowance. On paye ici pour l'école, enfin l'école est payante. Il y a différents systèmes éducatifs, French, British. Ça peut être assez cher. Ça peut être assez cher. De l'ordre de 10, 15, 20 000 euros par an à peu près par enfant. Ouais, entre 35 000 et 60 000 dirhams par an. Donc oui, c'est bon. Après, il y a de tout en fonction du système, mais allez, on va dire 10, 15 000 euros en effet par an. C'est à mettre dans la balance. Soit tu as un salaire assez confortable et tu peux te permettre de payer ça, soit dans ton package, tu as la schooling allowance qui couvre jusqu'à 70, 80, 90% pour 1, 2 ou 3 enfants. Enfin, c'est des conditions contractuelles qui sont en général clairement documentées dans les offres d'emploi.
Ok. Et le dernier élément, c'est le bonus, bien entendu. Ok. Moi, j'ai souvent entendu dire que bien évidemment, c'est hyper important de connaître son lifestyle et son budget mensuel. Et j'ai souvent entendu dire que quand on a un budget précis en France, il faut au moins multiplier par 2,5 voire 3 ce budget-là aux Émirats. Par exemple, si ton lifestyle te coûte 3 000 € en France, il va falloir viser un salaire autour de 7 000 voire 9 000 € par mois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important, puisque tu disais faut tout payer? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à payer que l'école ou autre? Alors, tu as employé 2 mots-clés. Tu as dit budget, tu as dit salaire. Pour moi, même si ton budget est de 2000, il faut quand même viser un fois 2,5, systématiquement. Ouais. Pourquoi? Tu vas payer tout ce qui doit être payé aux Émirats, ou même si c'est couvert par ton employeur, mais en tout cas, il faut se mettre dans la tête que ça a un coût, même si c'est dans le package, mais c'est un coût quand même. Hein. Enfin, c'est quelque chose que tu gagnes indirectement. Ouais. Et il faut savoir aussi qu'on ne cotise à rien aux Émirats. Pas de retraite. Bon, l'assurance est payante, ton employeur la paye surtout dans le monde de la tech, pour toi et tes dépendants, on va dire, ta famille. Mais clairement, pour moi, si on vient aux Émirats, c'est pas pour redescendre en lifestyle, c'est à minima pour avoir la même chose, voire, et pour moi, c'est ça le secret, c'est avoir une capacité d'épargne pour se construire son propre patrimoine. Chacun a ses stratégies d'investissement. On n'est pas là pour parler, bien sûr, de où placer son argent. On pourra faire un autre épisode sur ça. Voilà, on pourra faire un autre épisode sur la pierre ou le stock option. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir cette capacité à peut-être épargner 20, 25 ou 30% de ton salaire. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce x2,5 ou x3. Ok, et voilà, on a expliqué la structure des salaires, ce qu'il pouvait y avoir dans ces packages-là, encore une fois, dans la tech. Pour avoir une idée, moi j'ai déjà entendu des salaires pour des commerciaux, par exemple, dans la tech, à 10 000 € mensuels fixes et 10 000 € de variables mensuelles. Est-ce que c'est vrai? Ça existe? Ça existe, il y a même plus. En banque d'invest, c'est sûrement même supérieur à ça. Ouais. Maintenant, il faut se dire aussi, 20 000, ça peut être énorme en fonction d'un certain lifestyle, comme ça peut être très peu. Ouais. La différence entre les Émirats et, on va dire, le marché européen ou la France, aux Émirats, tu peux potentiellement tout claquer facilement. Je m'explique. Il n'y a pas de plafond sur ton Apple Pay. Tu vas louer un appart, personne ne va te demander de fiche d'impôt ou de bulletin de salaire. Ouais. Donc, si ça représente 80% de ce que tu gagnes, il n'y a pas cette règle de il te faut 3 fois le montant du loyer, 33% en endettement. C'est allez, tu peux tout claquer. Si tu veux claquer plus, claque plus. C'est ton problème. Plus, c'est un marché de carte de crédit. Ouais. Un peu comme le marché nord-américain. D'accord. Tu payes en carte de crédit et tu. C'est un peu en différé après. Donc, si tu sais pas compter, voir si tu as été exposé à ces montants-là, comme 99% des personnes qui arrivent ici, pour la première fois de ta vie, ça peut très très vite te monter à la tête. Ouais. Donc premier conseil, savoir compter, garder les pieds sur terre. Mais voilà, c'est vrai que dans ce secteur-là, on sait que dans le secteur de la tech, nous c'est ce qu'on dit avec Tademy, évidemment que on peut accéder à des conditions très intéressantes, à des salaires qui sont très compétitifs, toujours. Et ça, on le dit à chaque épisode quasiment. Il y a du boulot derrière aussi. Hein. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Il faut travailler. Il y a des enjeux. Il y a une logique économique derrière. Mais la règle, est toujours vraie. Même à Dubaï, on retrouve des salaires très compétitifs dans ce secteur-là. Et on peut retrouver sur différents jobs des salaires autour de 10, 15, 20 000 € mensuels, comprenant tous les avantages, voire même plus que tu disais. Mais pour la fourchette basse, on va être plutôt autour de 10 000 mensuels dans ces eaux-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je viserais si je devais m'installer aujourd'hui aux Émirats. Tout n'est pas plus cher qu'en France. Faire un bon resto ne coûte pas plus cher que faire un resto en France, voire peut-être moins cher, à qualité supérieure. Mais dans l'absolu, c'est une ville de consommation. Ouais, bien sûr. Ça, on le voit. À chaque fois que je viens ici, c'est ce que je me dis. C'est d'ailleurs ce qui me dérange je peux comprendre. Un peu. Mais bon, en tout cas, on parle beaucoup de Dubaï depuis tout à l'heure. Mais qu'en est-il du reste du Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités intéressantes dans cette région? Qu'est-ce qu'on peut aussi considérer quand on s'intéresse à cette région-là pour y travailler? Alors, il y a
Il y a un autre mastodonte qui se réveille plutôt bien en ce moment, c'est l'Arabie Saoudite. Ok. Et il faut savoir que jusqu'ici, les éditeurs de logiciels ou les acteurs de la tech basaient leurs sièges régionaux à Dubaï ou aux Émirats, enfin Dubaï ou à Abu Dhabi, et vendaient un peu en remote ou avec des équipes très restreintes comparées aux équipes émiraties en Arabie Saoudite. Sauf que le constat est que, en moyenne, plus de 50% du chiffre d'affaires pour les éditeurs de logiciels, chiffre d'affaires régional, vient de l'Arabie Saoudite. Okay, ouais. Mais on est en peut-être seulement 10 ou 15% des effectifs là-bas. Ouais, ok. Et l'Arabie Saoudite a des moyens. Donc, ce qui se passe depuis quelques mois, on va dire, c'est que l'Arabie Saoudite commence à inverser la tendance. Ils demandent aux éditeurs d'investir. Il y a des incentives, bien entendu, pour avoir leurs sièges régionaux, leurs bureaux, recruter, etc. en Arabie Saoudite, pour booster un peu ce secteur de la tech en Arabie Saoudite. Okay. Donc, je dirais, si dans l'absolu, on a l'esprit plutôt aventurier et on veut s'installer à Dubaï, mais on a en tête le Dubaï d'il y a 15 ans, en fait, c'est plutôt l'Arabie Saoudite qu'il faut viser. Ouais, donc c'est plutôt l'Arabie Saoudite qui est vraiment en mouvement, avec énormément de potentiel. Encore une fois, on n'est pas là pour émettre un jugement sur ce qu'on peut penser ou pas du pays. Enfin, encore une fois, il y a plein de choses qui existent à ce sujet-là. Chacun est libre de se faire son propre avis. Mais la réalité, c'est qu'il y a des opportunités là-bas pour ceux que ça peut intéresser. Et ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Tout à fait. Après, pour le reste, Qatar, Koweït, Oman, etc., en général, c'est géré depuis les Émirats, en tant que siège régional. De gros éditeurs type Microsoft, etc., vont avoir des équipes sur place, Koweït, Qatar. La réalité est que, déjà, c'est plus petit, en tant que marché, en tant que ville, etc., enfin en tant que pays même. Et personnellement, je ne conseillerais pas, pour une raison toute simple. Tu décroches demain un job d'account exécutive au Koweït, tu vas arriver, on va te donner ton périmètre, et on va bien te payer pour bien faire ton boulot sur ce périmètre. Si tu fais mal ton boulot, potentiellement, tu risques de perdre ton job. Et comme le marché est plus petit, il n'y a pas 36 alternatives ou opportunités. Et si tu fais bien ton job, pour quelle raison on irait te débrancher du Koweït pour te remettre aux Émirats? Ouais, bien sûr. Sachant que l'expertise que tu as développée, elle est au Koweït. Je prends le Koweït en exemple, bien entendu. Ok. Bon, c'est intéressant. En tout cas, on entend souvent, pour finir sur cet échange, on entend souvent que Dubaï, c'est un peu une ville de passage. Il y a des gens qui disent, voilà, tu vas faire quelques années et puis tu vas vivre ton expérience, tu vas gagner de l'argent, l'épargner, investir, faire tes trucs et tout, et tu reviendras. Toi, ça fait quand même 5 ans que tu y es. Tout à fait. Et je crois savoir que tu t'y projettes encore. Justement, est-ce que tu te projettes encore quelques années ici? Et pourquoi? Clairement, on s'y projette, pour parler d'une seule voix familiale. Quand on s'est installé, on nous parlait de la règle des 3 ans. Ouais. Dubaï, c'est 3 ans et on reconsidère. La réalité est que nous, ça fait 5 ans et on rencontre de plus en plus de personnes, français notamment, mais pas que, qui sont là depuis 7, 10 ans, 15 ans. Finalement, cette règle des 3 ans, je ne suis pas certain qu'elle soit applicable aujourd'hui. Mais clairement, après, faut pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais par rapport à ce qu'on est venu chercher initialement, il y a eu des variations, il y a des changements, c'est sûr, c'est un marché en constante évolution, comme n'importe quel autre marché. Mais ça coche encore aujourd'hui les cases pour nous, et je pense que ça les cochera encore dans un avenir proche. Donc oui, on se projette encore. Ok, c'est top. Vous l'aurez compris pour ceux qui nous écoutent, l'amour avec Dubaï ne dure pas forcément que 3 ans. Et voilà, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Mehdi. Aujourd'hui, je suis absolument ravi. Encore une fois, je te le redis, je suis très content de t'avoir à mes côtés dans cette aventure. Tu es toujours de bons conseils. Je suis hyper reconnaissant de pouvoir compter sur toi. J'ai hâte de toutes les futures aventures qu'on va être amenés à vivre. Donc, je te le redis, merci beaucoup. Mehdi. Merci à toi, Sofiane, pour la confiance, d'être venu à moi. Mais encore une fois, merci. Je réitère, merci pour la confiance accordée dans le cadre de Tademy. Ça me permet de remplir un rôle, en tout cas, qui me tient à cœur, ce rôle de coach. Et j'avoue que tu as su créer le cadre idéal pour ça. C'est génial. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager, à commenter. Si vous êtes intéressé par une carrière à Dubaï ou au Moyen-Orient, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Une carrière dans la tech, je précise. Mehdi et Tademy seront ravis de vous accompagner. Puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et
À bientôt pour le prochain épisode. Salut!